C'est le 8 décembre dernier que l'histoire a commencé officiellement. À cette date, les conseils municipaux des deux communes, l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, ont voté simultanément le lancement d'une réflexion portant sur la création d'une commune nouvelle. La volonté politique évoquée alors était de répondre aux enjeux de demain sur le territoire en regroupant et en capitalisant sur les compétences et les énergies. Le 15 janvier 2021, la première réunion officielle permettant de confirmer la démarche des deux communes était alors organisée sous l'égide du préfet de Vendée. Depuis ce début d'année, les travaux engagés ont donc pour but de valider ou non l'opportunité et la faisabilité d'un tel projet. Cette étape d'étude, lancée au mois de mars, a permis aux élus des deux communes d'échanger et de partager sur des sujets tels que les valeurs communes, les ambitions communes, afin d'envisager un territoire commun. Elle a également permis de mettre en avant les attentes d'un tel rapprochement, mais aussi les craintes naturelles et les points à préciser pour faire de cette commune nouvelle un véritable outil au service des habitants et du territoire. Dans un premier temps, et pour bien identifier tous les impacts de ce projet, un état des lieux complet des deux communes a été réalisé par les deux directeurs généraux des services et leurs équipes, avec l'appui de la direction départementale des finances publiques et du centre de gestion de la Vendée. Cet état des lieux portait sur 4 thématiques: les finances, le patrimoine et le territoire, l'organisation et les ressources humaines, et enfin la gouvernance. Début juin, ces éléments factuels et précis concernant le territoire et ses finances ont été présentés aux élus afin de leur permettre de confirmer ou non leur vision politique. Par ailleurs, même si les premiers retours des habitants étaient depuis le début très positifs, nous avons souhaité engager une consultation afin de recueillir la perception de la population et identifier les questions complémentaires auxquelles nous devions répondre. Près de 500 questionnaires ont ainsi été complétés avec des dizaines de questions et des points à préciser. Ce sera bien sûr tout l'objet de l'échange qui va suivre avec les deux maires lors de cette émission. En effet, en raison du contexte sanitaire, nous ne pouvions pas organiser de réunions publiques en présentiel. Nous avons donc mis en place ce dispositif spécifique, à savoir la distribution du questionnaire dans les boîtes aux lettres et sa mise à disposition à l'accueil des mairies et sur les sites internet des deux communes. Maintenant, les élus de ces deux communes vont se réunir simultanément en conseil municipal le 6 juillet prochain pour voter ou non la validation de l'opportunité et de la faisabilité de création de la commune nouvelle. Si les élus des deux communes fondatrices se projettent dans cet avenir commun, les travaux préparatoires seront alors lancés pour la création juridique et administrative de la nouvelle collectivité. Ce sera le 1er janvier 2022. Son organisation et son développement se mettront ensuite progressivement en place dans le courant de cette même année. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission un peu spéciale puisque nous allons parler ce soir du projet de commune nouvelle entre les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Et pour nous en parler, bien évidemment, les maires de ces deux communes, à savoir Laurent Huget, le maire de la Faute-sur-Mer. Bonsoir. Bonsoir Bérangère. Et Jean-Michel Piédalu, le maire de l'Aiguillon-sur-Mer. Bonsoir à vous. Bonsoir Bérangère. Donc au sommaire de cette émission, nous allons bien évidemment rappeler les enjeux de territoire concernant ce projet de commune nouvelle. Il sera question également des impacts sur les finances publiques, sur vous, les habitants, sur les agents, sur les élus. Et puis les maires évoqueront également tout le travail qui a été fait en amont depuis le début d'année pour préparer ce projet de commune nouvelle. Et puis bien évidemment le calendrier qui va se mettre en place. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une émission télévision, Covid oblige. C'est vrai qu'on a choisi une formule un peu spéciale pour présenter ce projet de commune nouvelle aux habitants. Oui, Bérangère, effectivement, les conditions sanitaires ont fait qu'on a décidé très très vite de consulter la population à travers un document que nous avons créé et que vous avez reçu, un questionnaire auquel vous avez été nombreux à répondre, d'ailleurs en masse, puisqu'on a eu à peu près sur 4500 envois, que ce soit digital, papier, print, etc. Vous avez été 500 à répondre et grosso modo 27% des ménages de la Faute et l'Aiguillon ont répondu de telle façon à ce que, malgré les conditions sanitaires qui étaient contraignantes, on voit qu'on arrive à avoir une consultation citoyenne bien plus importante que si nous avions fait des réunions à 200 ou 300 personnes, parce que jamais, au grand jamais, les 200 ou 300 personnes de ces réunions seraient ressorties en ayant
pu proposer quelque chose. Or, ça a été le cas. Ce qui s'est passé, c'est que 500 d'entre vous ont pu dire je m'interroge sur tel sujet, je suis plutôt satisfait ici, mais j'aurais aimé qu'on me consulte ou qu'on me donne plus de réponses. Et justement, le fait de cette émission, Bérangère, c'est d'amener et Jean-Michel et moi à pouvoir répondre aux questions que l'ensemble de la population s'est posées, de telle façon à ce que les choses soient extrêmement claires, ou en tout cas le plus clair possible. Oui, c'est exactement ça. Je pense que, Laurent, tu as raison. Nous sommes déçus quand même, malgré tout, de ne pas être devant vous en présentiel, parce que je pense que les échanges sont intéressants, mais il fallait trouver une solution, une situation qui nous permette de répondre à toutes vos questions. Là où Laurent a certainement raison, c'est que ça vous a permis quand même de poser un certain nombre de questions et à nous aujourd'hui d'être performants pour vous répondre à toutes ces questions. Donc on va essayer d'être bref, d'être concis, d'être pratique, même si effectivement l'exercice n'est pas forcément évident derrière une caméra. Et encore une fois, on souhaiterait plus le présentiel, mais depuis un an, on est obligé de s'habituer. Les conditions sanitaires nous obligent à tellement de choses. Alors on va commencer par le premier thème de cette émission, qui est bien évidemment le projet de territoire. Qu'est-ce qui a motivé, la première question s'impose, qu'est-ce qui a motivé tout simplement cette envie de créer peut-être une commune nouvelle ? Je crois, Bérangère, que tout d'abord, c'est l'histoire. C'est-à-dire que nous avons deux communes qui partagent une même histoire, un même vécu, et même dans leur géologie. C'est-à-dire que nous avons deux pointes qui avancent en mer, qui sont impactées directement, et on l'a vu malheureusement par le réchauffement de la planète, la dilatation des océans. Donc nous sommes presque des laboratoires, malheureusement, et d'expériences, que ce soit réglementaires, sur l'habitat, pour savoir comment mieux vivre demain sur des territoires qui peuvent être inondés. Donc il y a déjà cette histoire qui nous rassemble. Et puis il y a aussi le fait que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, à travers le CIVOM, à travers nos associations, à travers des noms qui sont des deux côtés des rives du Lay. On voit bien que cette vie qui nous porte, elle est partagée depuis très longtemps des deux côtés de la rivière. Voilà quels sont les sujets qui nous paraissaient importants. Et puis il y a cette volonté aussi de vouloir se projeter dans une définition d'un projet de territoire qui nous amènera justement à anticiper. Anticiper les questions auxquelles il va nous falloir répondre demain, puisque on se ressemble, vous allez le voir, on va vous le montrer, on se ressemble énormément, mais les questions auxquelles il va falloir répondre demain sont des fois des questions qui ne se posent pas, mais auxquelles il faut que nous, on trouve déjà des réponses. Et c'est le sujet qui a fait que sur des tas de thèmes, des tas d'axes, il nous est paru avec Jean-Michel extrêmement important d'aborder ce sujet dès notre élection. Voilà, donc c'est effectivement un sujet déjà évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de la campagne, qu'elle soit du côté guyonnais, qu'elle soit du côté fautaise, mais il était important d'en arriver là, de concrétiser effectivement la situation sur cette commune nouvelle. Alors même si on ne l'a pas d'ailleurs évoqué d'une manière très précise sur nos différentes publicités de campagne, il est bien évident que c'est déjà l'entente entre deux hommes avec un grand H qui doit faire et qui doit provoquer une situation de rassemblement. Il faut être sûr qu'on soit déjà bien en phase pour aller plus loin. Et ça, c'était incontournable. Raison pour laquelle on en a parlé dans nos différentes réunions publiques. D'ailleurs, il a été évoqué la mutualisation d'un certain nombre de services, tels que la police municipale. J'en profite d'ailleurs pour dire que ça, c'est fait. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà réussi. Donc c'est important. Ensuite, bien évidemment, la volonté d'être utile au territoire et d'apporter de nouvelles choses. Il nous semble que ne pas mutualiser aujourd'hui serait peut-être de ralentir la progression de nos communes, ça serait ne pas aller vers de nouvelles choses, et c'est quelque chose que l'on peut faire ensemble, seul, beaucoup plus difficile. Et quand on sait qu'effectivement, tout seul, on va plus vite, c'est certain, mais ensemble, on va plus loin. Donc ce qui nous anime, nous, c'est effectivement d'aller plus loin. Puis derrière, il y a quand même une découverte humaine, parce que la connaissance de Laurent a fait qu'on ait pu partager un certain nombre de valeurs qui nous rapprochaient, et là on s'est dit, il faut y aller, et s'il faut y aller, c'est maintenant.
Oui, effectivement, parce que dans les jours qui ont suivi l'élection, on s'est rapprochés tous les deux avec Jean-Michel, et on a vu qu'on partageait la même vision pour le territoire, et c'est extrêmement important parce que c'est d'abord rare que de politiques ou de personnes qui sont élues pour un mandat avec une durée comme celle d'être de maire, c'est rare qu'on puisse s'entendre aussi bien sur une vision, et cette vision, on la partage, et ce qui nous a permis de très vite décider de présenter aussi cette vision et de la partager aussi avec tous nos élus, parce que c'était important pour nous que chacun puisse appréhender justement l'axe sur lequel on partait. Et enfin, on a décidé le 8 décembre 2020 de proposer chacun au même moment dans nos conseils municipaux une délibération qui allait justement envisager une étude de faisabilité, c'est-à-dire se faire accompagner pour voir s'il était opportun, comme nous le pensons, ou nous le pensions, mais nous le pensons encore, s'il était opportun de créer cette commune nouvelle. Oui, en effet, donc sur l'opportunité même du rapprochement, certains aspects paraissent évidemment naturellement convergents. Donc, mettre en place ce projet, c'était étudier l'impact, c'était étudier les bilans, c'était étudier la faisabilité, et on pouvait ne pas faire ce véritable projet en se dispensant d'avoir une étude de faisabilité qui d'abord nous a, alors aujourd'hui on le sait puisqu'on a avancé dans cette faisabilité, nous permettre de dire, ben voilà, le bilan il est tiré, donc on en parlera un peu plus loin, je ne vais pas dévoiler là tout de suite, ou vous dévoiler en tous les cas les choses les plus intéressantes de ce projet, mais ça a mis même pour nous en exergue un certain nombre de situations et il fallait le faire. Sachant que les communes nouvelles, il en existe déjà en Vendée, c'est pas quelque chose de nouveau. Quelles en sont en fait les principales caractéristiques? C'est quoi une commune nouvelle? Alors, en France, 36 000 communes. Le regroupement des collectivités, ils ont toujours été initiés, d'ailleurs poussés par le législateur, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, quand on avance à plusieurs communes, forcément on est plus fort et forcément on va plus loin. Et là, je crois qu'on en est là. Mais aussi, on rationalise un certain nombre de choses. Alors, pas forcément immédiatement en termes d'économie, mais on voit bien que dans nos communes, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mutualiser pour être source d'économie, mais aussi d'efficacité. Et ça, ça paraît important. En France, depuis 2015, je crois que 800 communes ont passé par cette mutualisation. Donc vous voyez que c'est pas un leurre, c'est quand même quelque chose qui mérite aujourd'hui d'avoir une attention toute particulière, mais qui méritait encore plus, je pense, sur l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer, eu égard à la proximité de ces communes. Simplement une rivière, le Lay, puisse aujourd'hui nous séparer, puisqu'on a déjà tellement de choses en commun. Vous avez beaucoup parlé de finances, d'impact financier, d'économie. Ça a été justement le moteur, c'est ce qui vous a motivé à vouloir entrer dans cette commune nouvelle? Non, bien sûr. Et quand je dis non, bien sûr, c'est que le moteur financier est un moteur, mais ça ne peut pas être le moteur. C'est un sujet extrêmement important, puisque nous sommes dans un contexte où, vous le savez, les dotations d'État vont à la baisse, et ça, c'est une tendance qui se généralise depuis des années. Mais pour autant, on a une consommation en face des services, de nouveaux services par la population, qui est de plus en plus importante, avec des raisons qui sont claires, c'est-à-dire une population, une démographie qui montre un vieillissement de notre population, donc avec une consommation des services qui sont complètement différents, qui vont être croissants. Il y a, et je le disais tout à l'heure, des services qu'il va falloir anticiper et créer, puisque quelqu'un qui a 75 ans aujourd'hui, il aura 85 ans dans 10 ans, et c'est évidemment pas la même consommation de services. Donc on voit bien qu'il va falloir dépenser plus, et d'un autre côté, on a une baisse des dotations. Donc il y a des équilibres à retrouver, on ne peut pas accepter cette idée parce que sinon, là pour être très clair, on irait dans le mur. Pour autant, ça ne peut pas être simplement parce qu'on a un contexte financier difficile qu'on crée une commune nouvelle. C'est parce qu'on va se projeter dans un projet de territoire où, comme je dis, il va falloir qu'on crée, qu'on invente, qu'on se mette en ligne les uns et les autres de telle façon à apporter des solutions concrètes à la population. Et quand je parle de solutions concrètes, ce sont des services nouveaux, des infrastructures nouvelles qui vont répondre à des questions qui se poseront demain, et je dirais même qui se posent déjà, auxquelles c'est pas au niveau de l'Aiguillon et la Faute qu'on n'y répond pas, c'est au niveau national. Donc l'idée, c'est de voir comment sur notre territoire on peut expérimenter positivement de telle façon à anticiper ce que vraisemblablement l'État ne pourra pas faire pour nous.
Donc depuis plusieurs mois, vous êtes accompagné d'un cabinet pour mener à bien cette étude. Quel travail a été réalisé avec l'ensemble de vos conseils, avec tous les élus ? Eh bien, le travail a été, malgré un contexte sanitaire difficile, d'abord, il a été de tout de suite faire en sorte d'être accompagné. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux temps forts en début de printemps avec les élus, tous les élus, où on a présenté justement les études. On a présenté aussi les élus à chacun, parce que dans chacune des collectivités, il fallait que chacun se connaisse. Et puis, une fois que ça a été fait, nous avons fait découvrir l'ensemble des équipes pour qu'elles puissent voir comment adopter ce projet, embarquer ensemble sur le nouveau navire, hein, puisque nous sommes des communes maritimes. Il faut embarquer et faire en sorte que le travail soit fait en équipe et que chacun sache ce qu'il doit faire et ce qu'il devra faire si nous devions partir sur la création d'une commune nouvelle. Donc effectivement, nous avons eu deux réunions de partage entre les élus des deux communes, extrêmement riches, extrêmement intéressantes, tant sur le plan humain d'ailleurs que sur le plan de la réalisation de l'objectif, puisque c'était discuter ensemble justement sur ce nouveau projet de territoire. Alors on appelle ça un nouveau projet de territoire, mais finalement on reprend les uns et les autres nos programmes de campagne et puis on les rassemble. Et puis on se dit, est-ce que tout ça, finalement, ça peut se coordonner ? Aujourd'hui on en est convaincu, puisque on a vraiment de très bonnes idées les uns et les autres. En même temps, Laurent le disait tout à l'heure, il ne faut pas non plus tout bousculer, tout se précipiter. Ce n'est pas parce que le 1er janvier 2022, on aura cette commune nouvelle que finalement, vous aurez l'effondrement d'un certain nombre de choses ou la construction d'autres. Ou pas du tout. On aura le temps et on prendra le temps qu'il faudra pour construire ensemble. Ça, c'est effectivement important. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Alors vous parlez de projet de territoire, au service du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça sous-entend quoi en fait tout ça ? Alors on va être concret. Vous savez, quand des élus sont là pour guider en fait l'action municipale, ce qui doit être l'objet des pensées de chaque matin, c'est de dire comment nous travaillons pour créer le mieux vivre, comment faisons-nous pour créer les conditions du bien vieillir, et tout ça dans un écrin naturel qui va être protégé pour que le cadre de vie soit à la hauteur de ce que les habitants ou les amoureux, en tout cas de notre territoire, puissent attendre de nos politiques. Et donc, il y a eu de nombreux axes de travail qui ont été développés. Alors, je ne vais pas tous les citer tout de suite, mais je peux vous en citer 3, par exemple. Le premier, c'est quel levier pour dynamiser le territoire. Le second, c'est comment on va faciliter la vie des habitants. Donc, c'est des nouveaux services à la population. Quels vont être, une fois qu'on aura décidé ces nouveaux services à la population, quelles vont être les infrastructures qui vont nous permettre d'amener la vie meilleure. Le vieillissement de notre population est un vrai sujet, mais aussi la jeunesse. Il faut qu'on ait des infrastructures pour tout le monde, pour qu'il y ait une vraie cohérence dans la proposition faite. Et les élus ont identifié pour chacun de ces grands axes des thématiques. Alors des thématiques qui s'enchaînent en fait. Vous savez, quand vous changez quelque chose, quand vous décidez de dire nous avons une population qui vieillit, il va falloir lui apporter des services. Mais en même temps, on ne peut pas se satisfaire de ça. On a aussi une population nouvelle qui arrive. Et donc, quels sont les services qu'on va lui apporter ? Quels sont les services qu'on va lui apporter sur les ailes de saison ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des communes qui devons simplement vivre pendant l'été. Nous devons avoir justement des services, que ce soit au niveau de la démographie, de la mobilité, de l'habitat, des services pour la jeunesse, de la culture, de l'enseignement, enfin de l'école. On a des tas d'axes qu'on a développés avec les deux équipes municipales, et c'est ainsi que le travail pendant plusieurs mois a été développé de telle façon à ce qu'on arrive, et c'est en ça qu'on parle d'un projet de territoire, à la définition d'une vision qui permettra, donc c'est le pourquoi on fait les choses, qui permettra d'avoir des outils, c'est le comment on va les faire, pour arriver à des services nouveaux et des infrastructures nouvelles, c'est-à-dire le quoi. Voilà, on part du pourquoi pour arriver à créer le comment et afin d'offrir la solution, ou les solutions. Voilà Laurent, et donc concrètement, nous avons ressorti 4 axes de travail. Ces axes de travail ne sont pas tombés du ciel, c'est vous nous les avez demandé, ces axes de travail. Donc la réflexion a porté sur ce que vous nous avez demandé, mais ce qu'on pense aussi bien pour le territoire. La première, c'était rompre avec l'image d'un territoire essentiellement estival et saisonnier, donc, et apporter des nouveaux services à toutes les tranches d'âge. Ça semble effectivement quelque chose d'intéressant et d'important. Quand on voit la différence entre ce qu'on vit l'hiver et ce qu'on vit l'été, oui, il faut absolument progresser. Et vous avez raison,
je pense qu'il faudra qu'on en fasse le premier axe de travail le plus important et le plus intéressant. Ensuite, le deuxième axe, c'est de resserrer les liens entre les populations, parce qu'il y a toujours les vieilles histoires aiguillonnaises, fautaises, et ainsi de suite. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, finalement, les familles, les cousins, les cousines vivent d'un côté ou de l'autre du lait. Donc, ça ne nous paraît pas insurmontable, et il me semble qu'à travers ça, on va pouvoir vous réunir sous l'égide d'une même commune, tout en gardant vos spécificités des communes dans lesquelles vous êtes nés. Donc ça me paraît aussi quelque chose d'extrêmement important. Il faudra aussi valoriser pleinement les atouts naturels. Alors, Laurent parle toujours d'écrin naturel, mais c'est vrai que c'est un écrin naturel. Il est là, il existe. Les couleurs changent au fil du temps, la beauté du paysage, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on adore notre Sud-Vendée. Et donc, à nous aussi, de préserver, et d'améliorer. Ça me paraît effectivement très important. Ensuite, il faudra qu'on essaye d'accroître la notoriété de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, mais vous nous le dites aussi, que le Sud-Vendée paraît un petit peu le pays pauvre de la Vendée, ou la région pauvre de la Vendée, ce qui est complètement faux, mais peut-être il nous appartient alors de le mettre en valeur, de le mettre en avant, et cette commune nouvelle va nous apporter les solutions pour le mettre en avant. Oui, et tout ça, je rebondis sur ce que dit Jean-Michel, parce que tout ça est très vrai, et tout ça au service aussi de l'habitant. C'est-à-dire qu'on peut voir ce que c'est notre notoriété, et elle est là pour faire en sorte aussi d'avoir les moyens des services et du meilleur cadre de vie pour nos habitants. C'est concrètement des axes qui vont nous permettre de favoriser l'installation des jeunes actifs. C'est permettre des infrastructures, comme je disais, mais aussi un centre-ville ou des centres-villes et retrouver des centralités. C'est concrètement développer le tourisme, mais aussi, quand on parle de protéger l'écrin naturel, c'est pourquoi pas développer aussi notre territoire comme un centre scientifique, et on est déjà sur le sujet, qui permettra des études, puisque je le redis, nous sommes un vrai laboratoire, notre territoire est un laboratoire, on doit pouvoir amener des scientifiques à y travailler, à s'installer, des jeunes scientifiques. On a aussi tout ce travail de démocratie participative. On doit pouvoir, et ça Jean-Michel y tient beaucoup, comme j'y tiens, mais on en a parlé souvent, ramener vraiment des institutions, un conseil des sages pour l'ensemble des 2 communes, des conseils citoyens, des ateliers participatifs. Et pour nous, c'est très important que le citoyen puisse participer aux décisions qui les concernent. D'autres choses comme l'accompagnement de la population pour l'offre de santé, c'est assez concret. On a déjà travaillé avec Jean-Michel et d'autres maires d'ailleurs sur notre territoire de santé, qui s'appelle d'ailleurs le territoire de santé de l'Aiguillon, qui regroupe 5 communes, et vous savez à quel niveau nous battons ensemble pour aller chercher justement des acteurs de santé qui puissent faire en sorte que personne ne soit en stress sur la commune. Alors ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et puis enfin, ce sont les équipements culturels, les équipements scolaires, les équipements sportifs, puisque, je vous le rappelle, si nous sommes station touristique et qu'on l'étendra à l'ensemble des 2 communes, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi le côté ville active et sportive. Nous avons une vraie carte à jouer parce que nous avons des équipements qui sont extrêmement originaux et en plus presque nationaux et nationalement connus pour l'un d'eux. Donc voilà, on a vraiment du concret à apporter à nos populations, qu'elles soient consommatrices de services pour les plus âgés, qu'elles soient pour les plus jeunes, justement, à favoriser à ce que les parents soient contents d'avoir leurs enfants qui évoluent et qui grandissent dans ce fameux écrin naturel qui leur apprendra pédagogiquement bien plus que ce que pourraient leur apprendre d'autres territoires, et puis que les parents puissent se développer à travers des espaces nouveaux, puisqu'on a ramené la connexion, et nous sommes en train avec Jean-Michel d'envisager les espaces de coworking sur l'ensemble de notre territoire des 2 communes, qui permettrait, si, je l'espère en tous les cas, les communes fondatrices arrivent à leur objet, de créer un monde un peu nouveau sur notre petit territoire. Pour tous ces gros projets, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Et donc, il va falloir trouver l'argent. Alors, la nouvelle dimension de cette commune nouvelle pourrait nous aider, effectivement, à nous apporter cette aide financière. Mais je crois qu'il ne faut pas vous y méprendre. Vous avez été quelques-uns à nous laisser imaginer que c'était pour nous la priorité, cette aide financière. Alors, je vous rassure, non. Ce n'est pas la priorité. S'il y avait qu'effectivement l'aide financière, je pense qu'on se débrouillerait autrement. Donc ça va bien au-delà de l'aide financière, mais en tous les cas, pour tous ces beaux projets, cette nouvelle aide financière et cet apport financier, ce ballon d'oxygène, nous aidera forcément à réaliser tous ces beaux projets.
Alors Jean-Michel Pisalu, vous facilitez la transition vers justement cette deuxième partie d'émission, les finances publiques. Justement, côté finances publiques, comment ça se présente? Est-ce que les deux communes sont tout simplement compatibles ou pas? Bien voilà, c'était la question qu'on se posait il y a encore quelques mois, parce que c'était aussi l'importance de cette étude de faisabilité, parce que vous savez, on peut imaginer plein de choses, on peut se dire plein de choses, et d'ailleurs, vous nous avez, à travers les questionnaires, dit bien souvent les dettes de ci, les dettes de ça, et il faut vous répondre effectivement à cette situation, parce qu'on connaissait l'un et l'autre la situation de nos communes, mais moi, par exemple, je ne connaissais pas la situation de la Faute-sur-Mer. Donc ça a bien mis en exergue un certain nombre de chiffres, un certain nombre de choses. Donc cette étude, je peux vous rassurer, elle a mis en exergue l'aspect très serein et très sain de nos gestions sur les deux communes. Et j'insiste, pas seulement sur une, sur les deux communes. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, pour nous, en tous les cas, ça a révélé de notre part une sécurité. Évidemment, et c'est normal. Ensuite, il faut savoir que nos deux communes ont malheureusement connu en 2010 un drame naturel, matériel, catastrophique sur le plan humain, et donc seulement 10 ans, c'était hier. Et on ne se remet pas comme ça. Alors sur le matériel, on peut, oui, effectivement, quelques années. Sur le plan humain, on n'effacera jamais, on gommera jamais. Donc il était important aussi, sur cet aspect, d'envisager des choses qui étaient beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, nos deux communes en 2020 ont réalisé des résultats positifs entre 500 et 600 000 euros, qui ne sont pas des résultats dont on peut être fier. C'est des résultats, dont on peut être fier, parce que je pense que dans les 5-6 années précédentes, forcément que ça aurait été une difficulté supplémentaire. Aujourd'hui, on a cette capacité, puisque des efforts ont été consentis sur le fonctionnement, sur l'investissement, les résultats tombent. Et donc, pour nous, c'est aussi une révélation, puisque là aussi, on ignorait. On savait ce qui se passait dans la nôtre, mais pas forcément dans la commune voisine. Donc, ça veut dire aussi qu'à travers cette étude qui a été réalisée, on peut vous rassurer, et deux, on peut vous dire que si ensemble, effectivement, on sera plus fort, ça va démultiplier les possibilités financières. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faille bien prendre en compte. Effectivement, Jean-Michel. Et il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Nous avons effectivement, depuis 3 ans, des deux côtés, eu une politique assez similaire de ce que des économistes appelleraient le cut costing, c'est-à-dire de maîtrise des charges. C'est-à-dire on maîtrise nos dépenses, on les tasse et on fait en sorte de dépenser le moins possible tout en préservant les services à la population. Donc ça, c'était une vraie politique commune des deux côtés. Quand je dis commune, elle n'était pas décidée communément, mais pour autant, il y a eu ces choix qui étaient les mêmes. Pour autant, l'exercice s'arrête toujours à un moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas baisser totalement le montant des charges, parce qu'il y a un moment, si vous le faites trop, c'est au détriment des services à la population ou des services tout court. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus les moyens, quand on met plus ce qu'il faut pour assurer les services. Or ça, en tant que collectivité, le service public, c'est la priorité. On ne peut pas imaginer ne pas apporter du service à la population. Et donc, là où il faut relativiser, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Aiguillon sort à peu près 450 000 euros de ce qu'on appelle la CAF nette, c'est l'épargne, c'est une fois entre ce que vous dépensez et ce que vous devez, la CAF, c'est l'épargne, c'est comme un ménage. Et la faute est à peu près à 600 000 euros. Donc on voit bien que on ne pourra pas aller plus bas dans la politique de la coupe de charges ou la coupe des dépenses. Pour autant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des dotations d'État qui vont en baisse. Donc on voit bien que l'exercice fait que et l'un et l'autre, les deux communes, vont quand même dans le mur, même si elles sont vertueuses dans la gestion des équilibres financiers et de la gestion des deniers publics. Et donc ce qui est important, c'est de voir comment ensemble, et c'est ce qui va nous ce qui est extrêmement intéressant, Bérangère, c'est que on va pouvoir, en étant ensemble, récupérer des outils qui vont nous permettre justement de préserver les services publics, d'en créer des nouveaux, tout en ayant une capacité d'investissement qu'aujourd'hui, et l'un et l'autre, Jean-Michel, on ne pourrait pas avoir. Et c'est ça qui est intéressant, qu'il faut qu'on aille chercher, c'est la réunion de ces deux communes qui va nous permettre de trouver des forces d'investissement et de préservation, je dis bien de préservation des services publics. C'est-à-dire que, pour être encore plus clair, le changement fait toujours peur. Toujours. Et je comprends qu'il puisse faire peur à plein.
Mais si on ne change pas, ça va changer, mais pas en bien. C'est-à-dire que si on ne change pas, ben on va créer un changement au détriment des services au public. Alors que si on change, à minima, on garde les services que l'on a aujourd'hui, et ce qu'on compte bien faire, c'est d'aller chercher du positif et d'aller chercher au contraire des services nouveaux, des infrastructures nouvelles, des projets nouveaux et des expériences nouvelles pour l'ensemble de la population, des habitants, du cadre de vie et du bien-vivre chez nous. Alors ce qui fait peur aussi, ce qui peut faire peur, c'est quel impact tout cela aura sur la fiscalité locale ? Voilà, parce que ça, finalement, c'est du concret pour vous. La fiscalité locale, le concret, c'est ça. Je paierai plus d'impôts, je ne paierai pas plus d'impôts, on voit bien que vos inquiétudes sont là. Alors déjà, là aussi, je peux vous rassurer sur le fait que non, vous ne paierez pas plus d'impôts. La situation en termes de fiscalité directe, elle est plutôt rassurante aussi dans ce contexte-là. La taxe qui aurait pu nous amener quelques soucis était la taxe d'habitation, parce qu'effectivement, la taxe d'habitation, elle aurait eu un impact direct sur vous. Vous le savez, cette taxe d'habitation est supprimée, donc finalement, on peut laisser de côté la taxe d'habitation. Donc reste quoi ? La taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non-bâti. On voit deux choses. Sur l'Aiguillon-sur-Mer, un niveau un petit peu plus élevé, et sur la Faute-sur-Mer, un petit peu moins élevé. Et quand je dis un petit peu, je mesure. C'est-à-dire que c'est tellement insignifiant qu'on récupérera effectivement cette situation dans les 3 ans, dans les 4 ans à venir. Là encore, sans grande difficulté, pour un impact quasiment nul, en tous les cas, sur le prélèvement. Et ça aussi, c'est vraiment pour nous une très bonne nouvelle, parce que ce n'était pas gagné d'avance. On ne s'était pas attardé sur les taux, on ne s'était pas attardé sur la fiscalité, donc il était important effectivement d'avoir cette vision d'ensemble. Là encore, nous sommes rassurés. Oui, absolument. Ce qui nous a préoccupés, et avec les bureaux d'études, le bureau d'études qui nous a accompagnés, et même avec la DDFIP de l'État, ce qui nous préoccupait, c'était un principe. C'était de faire en sorte de respecter l'équité et la justesse. Et quoi qu'il arrive, on voit bien que, quels que soient les schémas qu'on adoptera, ce sera au pire, il n'y a pas d'augmentation d'impôts pour les fautés, et au mieux, il y a un petit avantage pour les aiguillonnés. Voilà, un petit avantage, parce qu'il va falloir qu'on aligne dans le temps, et le but, c'est qu'il n'y ait pas aucun impact dur, et que ça se fasse dans la douceur, dans le temps, et de telle façon, je le répète, à ce qu'il n'y ait ni pour les uns, ni pour les autres, un impact négatif. Mais il y aura moins de recettes. Alors, il y aura moins de recettes. Si on ne faisait rien, il y aurait moins de recettes. Par contre, ce que nous avons regardé avec attention, ce sont les éléments que nous a donné la DDFIP, c'est l'État, la partie financière de l'État, pour nous conforter dans nos hypothèses de travail. En fait, on voit qu'on a un potentiel significatif de recettes à aller chercher sur plusieurs points. Le premier point, en essayant d'être vraiment très concret pour les aiguillonnés, pour le coup, parce que les fautés le connaissent, nous avons cette capacité à aller chercher ce que la faute a, c'est le caractère de station touristique classée. Le fait d'être station touristique classée apporte plus d'avantages financiers à une commune, et nettement plus. Que ce soit au niveau de la capacité d'investissement, dans les recettes, ne serait-ce que pour le fonctionnement des élus, pour les dotations. On a donc plus de dotations, plus d'argent qui nous est donné par l'État à partir du moment où on est commune classée station touristique. Et l'idée, c'est que avec le mariage, l'Aiguillon retrouve très très vite cette capacité d'être classée aussi station touristique, et que ce soit pour l'ensemble du territoire qu'on puisse avoir justement ce caractère avantageux. Et ça, c'est un projet sur lequel on a déjà travaillé, déjà anticipé avec Jean-Michel et les équipes municipales de l'Aiguillon-sur-Mer, qui ont déjà le dossier tout prêt. Deuxième chose, une fois qu'on aura fait le plein pour l'ensemble du territoire de cet avantage, c'est aussi la taxe de séjour. La taxe de séjour, aujourd'hui, nous ne sommes pas les bons élèves. Il faut le reconnaître, ni dans l'une, ni dans l'autre des communes pour aller prélever et aller chercher cette taxe de séjour. Je vous le rappelle, qui n'est pas payée par les habitants, mais qui est payée par les amoureux de notre territoire qui viennent y séjourner. Et donc, je le répète, ce sont les amoureux du territoire qui viennent y séjourner qui le payent, pas les habitants. Et donc, on voit, et on a travaillé sur ce sujet-là, on voit qu'on a à peu près 150 000 euros qu'on ne va pas chercher. Donc 150 000 euros de recettes supplémentaires, c'est extrêmement important. Autre sujet, 150 000 euros pour nous, c'est très très important. Quand on vous parlera de l'annuité de nos communes au remboursement de dette, vous comprendrez à quel point c'est important. Et puis, on a d'autres sujets sur lesquels on peut aller chercher des recettes, c'est sur nos infrastructures. Je vous donne un exemple, nous avons des aires de camping-car aujourd'hui qui rapportent entre 70 et 80 000 euros parce qu'elles
puisqu'elles sont récentes, elles ont été aménagées récemment. Jean-Michel est sur cette politique pour l'aiguille, enfin je parle pour la faute. Jean-Michel est sur cette même politique pour l'Aiguillon, il l'a mise en route avec son équipe municipale, donc on peut aller chercher aussi là, entre 50 et 70 000 euros de plus. Je ne veux pas tout égrener, mais si on prend aussi, et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'état de la dette, mais sur nos lignes de crédit, on peut restructurer nos lignes de crédit, puisque restructurer, c'est-à-dire, ça veut dire quoi pour être concret, pour que vous compreniez bien? C'est comme dans un ménage, c'est la même chose. Vous faites un emprunt à un taux de 3%, vous le remboursez beaucoup plus cher que si votre taux il est à 1%. Or, il y a certaines des lignes de crédit des communes qui datent, et qui datent de l'époque où les taux étaient trop importants. Donc il faut qu'on les renégocie avec nos banquiers pour aller chercher justement là aussi des capacités d'annuité beaucoup plus basses. Tout ça pour vous dire, pour être très concret, c'est qu'avec Jean-Michel, une fois qu'on a tout étudié, on s'est rendu compte qu'on en avait 400 000 euros à aller chercher. C'est énorme. Ça nous donne des possibilités justement d'investissement sur des sujets qui tiennent à cœur les populations, les services et les infrastructures. Et c'est pour ça que c'est important, là aussi, encore une fois, Bérangère, que nous sortions des sentiers battus et qu'on réinvente un peu la finance de nos deux communes. Donc parmi tous ces travaux d'études de faisabilité qui ont été menés, encore une fois, très riches pour nous, parce que ça met en évidence un certain nombre de choses, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait mieux valoriser aujourd'hui notre domaine public. Et un travail sera vraiment réalisé auprès des professionnels de la restauration, des loisirs, des commerçants, pour les informer sur l'occupation réelle du domaine public. Et chacun s'y retrouvera, parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse à nous tous, mais à vous également, c'est qu'on valorise effectivement nos centres-villes, qu'on valorise nos terrasses, qu'on valorise. Donc ça va apporter une clientèle peut-être supplémentaire, une clientèle qui aura envie de rester dans nos centres-villes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais il faut absolument que cette clientèle puisse avoir envie d'y rester, envie de s'y poser. Et ça, c'est intéressant. Et on peut travailler là-dessus. Donc c'est en ce sens-là où on va effectivement valoriser tout ce domaine public aujourd'hui qu'on a peut-être laissé à désirer. Mais en tous les cas, cette étude de faisabilité met bien en exergue là aussi qu'on a des possibilités de recettes intéressantes. Alors vous avez parlé tout à l'heure du mot qui fâche, la dette, l'endettement, parce que vouloir créer de nouvelles choses, si les communes sont endettées, ce ne sera pas possible. Alors là, ce n'est pas un gros mot, la dette. La dette peut devenir à la limite un gros mot quand on ne peut pas la rembourser. Et ça, il faut vraiment s'imprégner de cela. Parce que vous savez, il est facile de dire « Oh, un tel ou telle collectivité est très endettée ». La dette, c'est le levier qui permet justement de développer des infrastructures qui permettent le service au public. Si vous n'avez pas la dette, vous allez être simplement sur vos fonds propres et il n'y a aucune commune en France qui a les moyens d'investir dans un nouveau cinéma, qui a les moyens d'investir dans un terrain de foot, c'est pas vrai. Les collectivités seules n'ont pas les moyens de capitaliser ou d'aller chercher dans leurs fonds propres ces moyens qui permettent les infrastructures. Alors pourquoi je dis que la dette, c'est pas un gros mot ? Je dis que la dette, c'est pas un gros mot quand on est en capacité, de rembourser les mensualités ou les annuités, et que deux, une fois qu'on l'a fait, il nous reste de l'argent. Or, tout à l'heure, Jean-Michel vous a expliqué que d'un côté, quand l'Aiguillon rembourse sa dette de façon mensuelle ou annuelle et qu'elle a payé toutes ses dépenses, il reste à peu près 450 000 euros. Que pour la faute, il y a à peu près 600 000 euros. Ça veut dire que les deux communes, Bérangère, aujourd'hui, n'ont pas de gros mots. Elles ont bien utilisé la dette, ou en tout cas l'emprunt, comme levier. C'est un levier qui permet justement de créer des infrastructures ou d'investir dans des infrastructures pour le service au public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai parlé tout à l'heure de l'opportunité de restructurer la dette. Parce que cette dette qui existe, on peut améliorer encore notre capacité d'épargne, parce qu'aujourd'hui, pour être très clair, l'Aiguillon rembourse tous les ans 400 000 euros pour rembourser sa dette. Et alors là, on va peut-être choquer les idées reçues, et la faute rembourse à peu près 230 000 euros. Vous voyez que la plupart des gens pensent que c'est l'inverse. La réalité, c'est ça. C'est qu'il y a des gros investissements de chaque côté, et c'est pas du tout de la faute, et il n'y a pas de faute, ni d'un côté ni de l'autre, de gestion. C'est simplement que les lignes de crédit de la faute ont été faites
il y a peu de temps, donc à une époque où on allait chercher des taux qui sont extrêmement bas, alors que les taux de l'Aiguillon ont été souscrits à une période où les taux étaient plus élevés. Donc on a un gros travail à faire sur l'Aiguillon pour là se mettre en branle et très très vite réduire cette capacité, réduire ces annuités. Donc là on a vraiment des effets de levier. Et puis, alors là pour le coup, merci à Jean-Michel de marquer ma compétence sur le domaine financier et économique, mais on ne peut faire du social et du service public que quand on en a les moyens. Et là, il y a Fleur Evenot dans l'équipe de l'Aiguillon, qui est très affûtée, qui elle aussi pourra me donner un coup de main. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en cumulant à la fois la renégociation de nos crédits, en augmentant nos recettes et aussi nouvelles capacités d'investissement, on va pouvoir créer ce projet. Et on en a les moyens. On en a vraiment les moyens. Et puis, quand vous maîtrisez votre budget, quand vous avez des recettes qui sont préservées, que vous gardez, quand vous actionnez le levier sur des investissements qui vous rapportent de l'argent, je vous rappelle tout à l'heure, on a parlé des aires de camping-car, eh bien, vous retrouvez la capacité d'harmoniser des travaux et de faire en sorte de créer un renouveau, un nouvel élan qui pourra se pérenniser dans le temps. Parce que notre sujet, c'est ça. Est-ce qu'on sera capable, une fois que la commune nouvelle sera faite, de pérenniser cette situation, cette bonne situation financière? Et je dis que oui. Alors nous arrivons à la troisième partie de cette émission sur les élus et la gouvernance. Donc messieurs, la question est simple. Qu'est-ce qui va se passer d'abord au niveau de vos conseils municipaux? Est-ce qu'ils vont fusionner, les adjoints? Et puis surtout, vous êtes tous les deux là, alors vous allez nous livrer le scoop. Qui sera maire? Ah, mais voilà une question importante et intéressante. Et vous imaginez bien qu'on l'a vu sur vos questionnaires, vous vous attendez à une réponse très concrète de cette situation. Moi, je suis désolé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous donnera la réponse, même si on en discute bien évidemment quasiment au quotidien avec Laurent. Mais est-ce que c'est ça finalement le bien important? Qui sera maire? J'en suis pas sûr. Ce qui peut vous rassurer, c'est qu'on respectera la démocratie, on respectera les voix qui sont les vôtres, et puis on ne peut pas vous dire aujourd'hui qui sera maire, puisque c'est bien nos conseils municipaux d'un côté comme d'un autre qui vont voter effectivement le nouveau maire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce dont on est sûr, sans faire pour autant une grosse révélation, c'est que parmi nous deux, que ça soit Laurent ou que ça sera moi-même, on n'aura qu'un candidat maire, pardon. Et donc, à partir de là, il appartiendra à nos conseils municipaux de voter soit pour celui-ci, soit pour quelqu'un d'autre qui serait susceptible de se présenter lors d'un conseil municipal au mois de janvier et qui pourrait éventuellement permettre d'immerger. Et ça, c'est le vrai respect de la démocratie. Donc, désolé Bérangère, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui, mais par contre, ce qui est important, c'est quel que soit le maire, que ça soit Laurent ou que ça soit moi-même, de toute façon, on parlera d'une seule tête. Ça veut dire qu'on est très complémentaires, et on vous l'a déjà dit, et ça a été l'objet de notre première rencontre. À partir du moment où il y aura un candidat, il représentera les deux. Raison pour laquelle on s'organise pour que le maire qui soit en place représente également bien l'autre. Et donc ça veut dire qu'à travers les deux communes, les deux maires sont très bien représentés. Et on respectera en ça la démocratie. Ça, c'est votre dernière question, mais en tous les cas, ma première réponse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est toujours en train de critiquer. On a, nous, Français, un esprit un peu critique sur les lois. Cette loi, en tous les cas, sur la commune nouvelle, a permis tous les cas de figure et a permis quand même de le faire d'une manière progressive et en respectant justement la démocratie. Donc c'est une bonne loi. Allez, on va se lâcher, on va le dire, c'est une bonne loi. Et donc, à partir de là, ça veut dire que vous avez du côté aiguillonnais 19 élus, du côté fautais 14 élus, et que tous ces conseillers municipaux seront forcément regroupés au sein de la commune nouvelle. Ça veut dire que tous les votes que vous avez pu réaliser l'année dernière seront tous pris en compte, puisque tous les conseillers municipaux seront conseillers municipaux de cette commune nouvelle. Ça veut dire aucun changement, en tous les cas, sur la représentativité des deux communes. Ça, c'est extrêmement important parce que chacun se retrouvera identifié à travers sa commune. Bon, voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, on aura l'année d'après, le mandat d'après, pardon, puisque quand je vous dis la loi, elle est bien faite, il y a une progressivité qui va s'installer pour que seulement en 2032, on retrouve la commune nouvelle qui aura un peu moins de 3500, ou peut-être plus d'ailleurs, hein, si l'évolution de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre est favorable, permettrait d'avoir 23 élus. Eh bien, ces 23 élus, on les retrouvera seulement
en 2032. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on aura jusqu'en 2026 33 élus. Et donc tout le monde sera bien représenté au sein de cette collectivité. C'est important pour vous, c'est important pour les votes que vous avez pu réaliser, parce qu'on a quand même l'impression que vous êtes un peu craintif sur le fait que vous ayez élu l'année dernière une équipe municipale et que peut-être cette équipe, vous n'allez pas la retrouver. Ben si, elle est clairement identifiée, elle est là. Alors ça, par contre, si on ne connaît pas le nom du nouveau maire et de la nouvelle composition de l'équipe municipale avec les adjoints, on peut vous dire que les noms des conseillers municipaux, on les a et ça sera les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, avec côté adjoint, ce sera pareil, parce qu'on aura aussi une différence plutôt positive. Vous savez qu'aujourd'hui, du côté l'Aiguillon, il y a 5 adjoints, du côté Fauteuil, il y en a 4. Et donc, la loi permet à ce qu'il y ait un adjoint supplémentaire qui soit nommé, donc c'est-à-dire qu'à partir, nommé élu, à partir du 1er janvier 2022, lors du premier conseil municipal, il n'y aura donc qu'un vote pour un adjoint supplémentaire. Et ça, c'est une chose positive, ce qui permettra justement de mieux travailler, puisqu'on pense déjà au travail, si la faisabilité est confirmée, au travail de la répartition des missions. Parce que là, pour autant, il y aura du transverse. Il y a on a parlé des axes tout à l'heure du projet. Et il faut que ces axes soient tenus. Ils sont tenus à la fois par des agents, mais surtout aussi par de la vision d'élus qui doivent travailler en commission. Donc il y aura des patrons de commission, et ces patrons de commission, ce sont évidemment les adjoints. Et puis, pour revenir sur ce que disait Jean-Michel, juste un mot, il y a une vraie complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui nous rassemblent, c'est le service au public, c'est l'intérêt général. C'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait qu'on est là. On n'en fait pas notre métier. C'est vraiment une passion, et puis le jour où on nous dira d'arrêter, on arrêtera, ou même nous, on arrêtera quand on aura envie d'arrêter, mais en tous les cas, nous sommes passionnés par la chose publique. Et nous sommes conscients, comme le dit Jean-Michel, que nous n'avons pas les mêmes compétences. Par contre, elles se complètent fortement, et surtout, elles se complètent dans le cadre d'une vision que nous avons en commun. Et ça, c'est très important. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera un binôme uni. Et il n'y a pas de l'un devant l'autre, ça sera tout le temps, même s'il faut un maire de la commune nouvelle, ça sera l'un avec l'autre, toujours. Et ça, c'est une promesse qu'on vous fait. Et puis, nous travaillons vraiment en toute transparence en ce moment avec nos élus pour vraiment expliquer ce sujet et aussi les missions qui, très très vite, à partir d'octobre, si tout ça se confirme, chacun commencera à voir le périmètre de ces missions se dessiner. Alors sur la gouvernance, il y a une question aussi qui est beaucoup revenue dans les questionnaires, une inquiétude d'ailleurs sur une gouvernance déséquilibrée avec une commune qui mangera l'autre. Oui, Bérangère, vous avez bien compris que par rapport à ce que disait Laurent, la situation, elle est très claire. Complémentarité, ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, quelle pourrait être une gouvernance déséquilibrée ? Ça voudrait dire que finalement, 19 élus côté aiguillonnais, 14 côté Fauteuil, et on garde chacun, les uns et les autres, nos indépendances. Ça veut dire qu'on serait capable éventuellement de rien mettre en commun et de se dire il y aura à chaque vote 19 et 14 ? Ça serait vraiment lamentable d'arriver dans cette situation. Et alors pour nous, du coup, ça sera un échec. À nous d'emmener nos équipes, et on le fait, et on est en train de le faire, parce que là où vous avez raison, c'est que autant il est facile pour nous, qui nous connaissons et qui avons appris à nous connaître depuis un an, et on a des relations quasiment au quotidien avec Laurent. Ça veut dire qu'on a la confiance, on a la sincérité, on a la sérénité. Mais tous les deux, on se connaît, on maîtrise. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement maîtriser les 19 de mon côté, ou les 18 et les 13. Et donc, il faudra qu'eux aussi apprennent à se connaître. Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, on multiplie ces réunions et ces contacts pour que l'amalgame prenne. Je ne vous dis pas que tout sera rose tous les jours, parce que ça serait mentir. C'est pas possible. D'abord, on vous mentirait à vous, population. Vous savez comment c'est. D'ailleurs, comment vous imaginez avoir 33 personnes qui votent et de dire, voilà, on présente quelque chose et on a 33 votants favorablement. Est-ce que ça, c'est la démocratie ? On n'est pas sûr. Il faut du débat. Et puis, à travers ce débat, effectivement, derrière, il faut un vote. Alors, le vote majoritaire, forcément, c'est le meilleur et il l'emportera. Mais en tous les cas, on a ce respect. On a ce respect, de vous, vous, habitants des deux communes. Et bien évidemment qu'on vous promet qu'il n'y aura pas cette situation déséquilibrée comme vous pouvez le craindre les uns et les autres. Et puis, tous les deux, on aura cette instance que l'on met en œuvre sur l'organisation qu'on pourrait appeler la conférence des maires. Je ne sais pas si c'est le nom qui sera retenu, mais enfin, ça veut dire qu'on se verra d'une manière quotidienne
quotidienne. On discutera des projets qu'on présentera au conseil municipal, et il y aura ces délibérations de conseil municipal de cette commune nouvelle. Voilà. Oui, et je ne veux pas paraphraser, parce que je suis tellement en accord avec ce qui vient d'être dit, ce serait idiot de perdre du temps, de faire perdre du temps à tout le monde. La seule chose sur laquelle je rebondis, c'est peut-être encore sur les adjoints. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y aurait un adjoint supplémentaire. Et je pense qu'en matière de représentativité, les choses plaideraient pour que ce nouvel adjoint soit un 6e adjoint pour l'Aiguillon, ce qui fait qu'il y aurait 6 adjoints du côté de l'Aiguillon et 4 adjoints du côté de la Faute. Voilà comment nous sommes attachés justement à cette idée de représentativité et puis aussi de créer le débat démocratique. Et enfin, de la même manière, on regarde la localisation de la configuration de nos mairies. Il est fort parier, enfin on voit bien la tendance que ce serait la mairie qui serait de l'Aiguillon qui serait le nouveau siège social de la commune nouvelle, des 2 communes fondatrices, et ça n'évitera pas que, évidemment, les 2 mairies perdureront, les 2 établissements perdureront pour continuer à offrir le service de proximité au public, mais il faut bien un siège social, et le siège social vraisemblablement serait à l'Aiguillon. Dernier axe de cette émission, les ressources humaines, c'est-à-dire les agents des 2 collectivités, puisque vous avez parlé de rapprocher les élus, il va falloir aussi rapprocher les agents. Donc voilà, dans quel axe de travail vous avez préparé cela ? Alors voilà, encore une question importante et intéressante, parce que nos agents dans les communes ont un rôle important, incontournable également. On ne voit pas toujours le bienfait du travail réalisé, mais c'est effectivement important. On a la chance, d'un côté comme d'un autre du lait, d'avoir des équipes impliquées, des équipes complémentaires et des équipes compétentes. On a besoin effectivement d'avoir cette performance, d'avoir ces compétences pour arriver à d'abord avancer sur nos projets, mais pour arriver aussi à vous servir, pour savoir ce dont vous avez besoin. Donc on sera bien sûr sur l'addition là, de talents, de talents et de compétences au service de notre territoire. Ça, c'est extrêmement important. Ça va permettre de développer de la commande publique, de l'ingénierie, et j'en passe, c'est les meilleurs, et vous apporter vraiment, et ça, c'est notre souhait, un service public de qualité. Oui, et à noter que dans ce cadre, nous avons décidé avec Jean-Michel de nommer un élu référent sur la thématique RH. Alors, je rappelle, on dit RH parce que RH, mais on préfère dire richesse humaine que ressources humaines, pour être en appui évidemment de nos DGS sur ce sujet et en appui de nos agents. Et puis nous avons, et moi je le dis à l'ensemble, je vous le dis, on a une chance extraordinaire d'avoir Jean-Michel. Jean-Michel maîtrise absolument cette thématique et cet axe. Il est issu de la fonction publique territoriale. Il est aussi, et je le rappelle, au conseil, enfin tu es au conseil, au sein du conseil d'administration du centre de gestion de la Vendée. Et c'est un atout extraordinaire pour fluidifier, pour apporter du sens, pour organiser les compétences de nos agents qui sont au service d'un territoire. Et si je peux me permettre de finir mon propos sur un sujet qui me paraît important pour que l'ensemble puisse comprendre qui nous sommes, quel est notre territoire. Nous représentons en linéaire 10% du littoral vendéen. C'est-à-dire que si on prend au nord de notre département jusqu'au sud, Jean-Michel, on l'a vu, on représente 10% de la ligne littorale. Nous représentons 3% au niveau des communes. Excusez-moi, nous sommes la 3e. Pas 3%, nous sommes la 3e commune de la communauté de communes en matière de population DGF. Et nous serons, si nous le faisons, la 3e commune en poids fiscal de la communauté de communes. C'est un enjeu extrêmement important qui ne fait pas en sorte de nous imposer aux autres, mais au moins d'être entendu un peu plus clairement si besoin en est. C'est très important. Nous sommes et l'un et l'autre extrêmement communautaires, c'est-à-dire que pour nous l'enjeu communautaire est important, mais pour autant on voit bien qu'il est plus simple d'être entendu quand on pèse un peu plus lourd que quand on ne pèse pas. Malheureusement c'est comme ça. En tout cas, voilà ce que je voulais ajouter et merci Jean-Michel, merci d'avoir pu justement faire en sorte que tous les deux on puisse répondre aux questions posées à travers le questionnaire que vous avez envoyé et je laisserai Jean-Michel conclure après moi
En tous les cas, j'espère que toutes les questions qui ont été posées ont eu une réponse et qu'elles ont pu éclairer un peu plus le chemin, un chemin qui, je l'espère, vous amène à décider un jour que notre décision de réflexion, en tous les cas, était fondée. Le but étant, Jean-Michel, de bien s'allier aujourd'hui pour répondre à des questions nouvelles qui vont se poser de toute façon demain. Ça, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de l'histoire. Absolument. Merci Laurent, en tous les cas à toi aussi, parce qu'on a partagé depuis 6 mois un certain nombre de choses et on est rentré plus en détail sur l'aspect technique de la situation, donc c'est important. J'espère aussi, moi, que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions, parce que c'est bien ça le plus important. Aujourd'hui, on évite cette situation de face-à-face public qu'on aurait tant appréciée, mais on l'aura. Forcément, à un moment ou un autre, puisque cette crise sanitaire ne va pas perdurer encore 2 ans, donc à un moment ou un autre, on aura l'occasion de revenir tous les deux vers vous et devant vous, et donc ça sera important, et on aura peut-être d'ailleurs un peu l'expérience de la mise en œuvre de cette commune quand la situation sanitaire pourra nous laisser faire. Une chose est sûre, c'est que pour nous, ça a été riche aussi, cette étude de faisabilité, puisqu'elle a mis en exergue un certain nombre de choses. Ça va nous permettre d'anticiper, et quel que soit le résultat d'ailleurs des votes des conseils municipaux, des 2 conseils municipaux, donc début juillet, mais quelle que soit la décision de notre préfet, puisque je vous le rappelle quand même que nous proposons au préfet, c'est le préfet qui entérine et qui crée cette commune nouvelle. Donc aujourd'hui, on n'en sait encore rien. Mais ce qu'on sait, c'est que quelle que soit l'issue qui sera donnée, pour nous, ça aura été extrêmement salvateur pour le devenir de nos communes, puisque ça permettra et ça aura permis d'anticiper, et notamment sur l'aspect financier, où la rigueur de l'étude a été telle qu'aujourd'hui, on peut se projeter dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, ce dont on est certain, c'est que si on reste seul, ça va être extrêmement compliqué. Il faut le savoir, il faut que vous le sachiez, vous aussi, puisque si vous avez quelques réserves aujourd'hui sur ce projet de commune nouvelle, nous allons pouvoir continuer, effectivement, à mettre en œuvre ce qu'on vous avait dit dans les programmes, d'un côté et de l'autre du lait, mais en tous les cas avec beaucoup de difficultés, et ça je peux vous l'assurer, puisque l'étude a mis en exergue un certain nombre de choses. Je pense qu'il est responsable pour nos conseils municipaux, en tous les cas, de nous accompagner dans ce projet d'avenir. Et je serais tenté de dire, accompagnez-nous. Ce qu'on vient d'apprendre est riche d'enseignements. Et je peux vous dire qu'on mettra toute notre énergie, l'un comme l'autre, pour arriver à une situation pérenne pour vous. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu en toute sincérité et en toute transparence aux questions que les habitants vous ont posées. J'espère que vous aurez vous aussi toutes les réponses à vos questions, à vos interrogations et peut-être à vos craintes. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.